Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité environnementale de la semaine. Voici les titres. La campagne nationale de reboisement se poursuit au Togo. Les natifs du Grand Cloto ont mis en terre près de 10 000 plants dans 4 grandes préfectures de la région des Plateaux. Le coup d'envoi a été donné sur le site de l'hôtel 30 août à Palimi. Les détails dans cette édition. Chamine Nalouyima, une jeune entrepreneur ougandaise, recycle les déchets plastiques en cartable et sacs à dos dans le but de lutter contre la pollution plastique. Un zoom de la jeune start-up sera fait au cours de cette édition. En Somalie, l'autorité municipale accompagne les jeunes bénévoles dans leur opération de dépollution de la plage. Cette initiative vise l'inclusion des jeunes de ce pays dans la protection de l'environnement. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Les natifs du Grand Cloto ont mené une opération de reboisement pour soutenir le plan gouvernemental de reboisement. Sur le site de l'hôtel 30 août à Palimé, l'association des natifs du Grand Cloto a donné le ton du lancement officiel de la mise en terre de 10 000 plants dans la préfecture du Cloto. Alexandra Adekambi. Placé sous le thème « Le digital comme moteur de développement agricole et entrepreneurial », la première édition du Forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne veut faire découvrir le domaine agricole aux jeunes et de leur faire comprendre que l'agriculture est destinée à la jeunesse scolarisée et non seulement pour les illettrés et les femmes des zones rurales. Il s'agira également de réunir les jeunes soucieux de la protection de l'environnement à apporter leur aide aux communautés rurales face aux défis climatiques. Réorienter ceux qui sont dans l'agrobusiness vers une agriculture intelligente, saine et durable. Ce forum fera découvrir la potentialité agricole togolaise aux jeunes et les opportunités entrepreneuriales que présente le secteur à travers les différentes formations comme la cartographie numérique des sols agricoles pour un meilleur rendement, la transformation des produits agroalimentaires, les techniques de l'agriculture paysanne et durable, la fabrication des engrais organiques et les méthodes endogènes de conservation des semences paysannes. Quittons le Togo pour le Pacifique, précisément sur l'île de Pâques qui veut se reverdir. En effet, un projet de reforestation de ce petit territoire volcanique a vu le jour à la fin du mois de juillet dernier. Avec l'appui de plusieurs organisations de protection de l'environnement, le gouvernement de cette région du Pacifique ambitionne de mettre en terre 240 000 plants sur les 2 années à venir afin de lutter contre l'érosion des sols. Les précisions dans cet élément. Une verdure impressionnante sera développée sur l'île chilienne de Pâques pour restaurer l'écosystème de cette partie de l'archipel. Lancée en fin du mois de juillet, l'objectif de cette initiative est de limiter l'érosion des sols et de facto le réchauffement climatique. Le programme est historique d'après les autorités locales de ce territoire situé au beau milieu du Pacifique. Constitué à 80% de sa surface par des prairies dégradées, ce projet vise à porter à 90% la couverture végétale de l'île. Avec une population estimée à 7 000 habitants, la petite île du Chili est visitée chaque année par près de 100 000 touristes à cause de sa beauté et de son paysage. Selon la Corporation nationale des forêts, l'île de Pâques regorgeait des forêts de palmiers, d'arbustes et de fougères par le passé. Malheureusement, cette végétation a été surexploitée, ce qui a détérioré le couvert végétal et la faune sauvage du territoire. Le projet de reforestation de l'île de Pâques est prévu pour une durée de 2 ans et devra couvrir environ 10 km² sur les 164 que compte l'île volcanique. Avec un coût estimé à 850 000 €, le projet de reforestation est lancé par certaines organisations environnementales et des institutions publiques avec le soutien financier du gouvernement de la région chilienne du Valparaíso. Ce projet vise à terme à contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique qui engendre déjà des conséquences graves sur l'environnement dans certaines régions du monde. Parlons toujours de reboisement et cette fois-ci au Canada, le deuxième pays le plus vaste du monde qui a subi des feux de forêt géants depuis plusieurs mois veut redorer sa végétation. Ainsi, un grand plan de reforestation du pays à la feuille d'érable vise à mettre en terre 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Après 2 années d'exécution, le projet est en bonne voie et dépasse même les objectifs de cette période. Néanmoins, les efforts restent à fournir pour l'atteinte de l'objectif final. Les précisions dans ce commentaire. Une verdure se met en place au Canada pour remplacer l'espace dévasté par les feux de forêt de ces derniers mois. Le gouvernement fédéral canadien est en bonne voie pour atteindre l'objectif final de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Le ministre canadien des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson indique qu'au cours des 2 premières années de l'engagement du gouvernement, 110 millions d'arbres ont été mis en terre.
Un résultat qui dépasse les objectifs initiaux qui étaient de 90 millions d'arbres au cours de cette période. Le commissaire à l'environnement a soutenu dans un rapport publié en début d'année que l'objectif final ne sera pas atteint si des changements significatifs ne sont pas apportés dans le plan de départ. Une surveillance des plantations est également inclue dans le programme en vue d'assurer le succès à la fin de l'échéance fixée. Un investissement de 3,2 milliards de dollars ont été débloqués par le gouvernement du Canada qui partage les charges financières du projet avec des entreprises et organisations à but non lucratif qui s'engagent dans l'environnement. Rappelons que plus de 1300 km² des forêts canadiennes ont été brûlés par des feux de forêt cette année. Derek Neckbor, président de l'Association des produits forestiers du Canada, déclare qu'une évaluation sera nécessaire à la fin des feux de forêt. Cette évaluation permettra de déterminer si tout le territoire se reverdira naturellement ou si de nouvelles orientations doivent être apportées au plan de reforestation du Canada. Ce plan vise, d'après le gouvernement canadien, à contrer la crise environnementale du pays menacée par le changement climatique. Cette évaluation permettra de déterminer si tout le territoire se reverdira naturellement ou si de nouvelles orientations doivent être apportées au plan de reforestation du Canada. Ce plan vise, d'après le gouvernement canadien, à contrer la crise environnementale du pays menacée par le changement climatique. Revenons sur le continent africain, plus précisément en Ouganda, où Shami Naluyima, une jeune entrepreneur, a eu l'ingénieuse idée de recycler les sachets plastiques en les transformant en cartables et sacs à dos scolaires pour les élèves. Cette initiative de recyclage permet de lutter contre la pollution plastique dans ce pays de l'Afrique équatoriale. Irène Papadina. L'Ouganda produit environ 600 tonnes de déchets plastiques par jour. Dans la décharge de Kitezi, située à la périphérie de Kampala, on retrouve la plupart des déchets plastiques de la région. Plus de la moitié finit dans les terrains vagues, des cours d'eau ou des parcs. Le reste est recyclé grâce à des entreprises comme celle de Shami Naluyima qui transforment les sacs plastiques en cartables. Le problème est réellement grave, puisque le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique, mais nous en avons peu qui le recyclent ou qui lui donnent une seconde vie. Cette jeune femme entrepreneur a grandi dans l'un des plus grands bidonvilles du pays. Elle a vu les dégâts que peuvent causer les déchets plastiques sur l'environnement. Dans son entreprise, les sacs plastiques sont d'abord lavés, séchés puis repassés avant d'être cousus pour en faire des cartables. Une fabrication locale et durable. Il faut environ 15 sacs plastiques pour fabriquer un cartable. Nous l'amenons ensuite dans notre premier centre de production où nous fusionnons le plastique pour obtenir un matériau durable comme celui-ci. Matériau que nous coupons ensuite pour obtenir les sacs qui deviennent des sacs plus tard comme celui-ci. Voici donc notre cartable. Il est imperméable, résistant, durable et fabriqué localement à la main. La Guayave Junior School a été l'une des premières écoles en Ouganda à utiliser les sacs à dos fabriqués par l'entreprise de Shami et du plastique. L'école les a achetés et offerts à ses élèves qui désormais sont devenus des ambassadeurs de la lutte contre les déchets plastiques. Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Non papa, non maman, ne jetez pas partout ces objets en plastique parce qu'ils sont vraiment utiles. Regardez le sac que j'ai. » C'est très intéressant à tel point qu'ils vont faire passer le message à leurs parents pour qu'ils ne jettent pas de plastique partout. Malgré les interdictions répétées du plastique depuis 2019, l'Ouganda peine à mettre la population au pas. Les initiatives de recyclage comme celle de Shami sont donc les bienvenues, même si elles ne suffisent pas à faire face aux problèmes. De l'Ouganda, allons maintenant au Cameroun. Une jeune start-up spécialisée dans le recyclage a commencé à transformer les sachets plastiques en carburant diesel. Cette belle initiative permet de mettre fin progressivement à la pollution plastique et de résoudre ainsi un problème écologique. Irène Papadina. À Douala, la capitale économique camerounaise, les déchets plastiques envahissent les drains. Une start-up spécialisée dans le recyclage a choisi de procéder à la transformation de ces déchets pour fabriquer du carburant diesel. Les équipes de cette start-up récupèrent les déchets plastiques jetés dans les rues et dans les bacs à ordures à l'aide d'un pick-up. Nous sillonnons la ville de Douala pour ramasser les déchets plastiques en général. Ces déchets plastiques sont des déchets
rejetés par la population et d'autres par les entreprises. C'est une autre manière à nous de contribuer à un environnement sain et propre afin de préserver l'environnement pour les générations futures. Une fois les déchets collectés, ils sont transportés vers l'unité de transformation. Après des opérations de tri et de broyage, ces déchets ressortent sous forme de granulés qui sont ensuite placés dans un four à pyrolyse fabriqué avec du matériel de récupération. Le déchet plastique est bien trié. Nous récupérons les déchets plus ou moins propres que nous broyons pour les transformer en granulés. Et après avoir transformé en granulés, nous mettons dans un four, dans le four du pyrolyseur. Et après 30 et 45 minutes, bien fermé, le pyrolyseur, lui, avec une température qui s'élève jusqu'à 600 degrés, permet de fondre du plastique et d'être récupéré en dessous à partir des turbines que nous avons fabriquées à partir de la casse pour pouvoir récupérer un liquide. La production est de 15 litres de carburant par jour en 7 heures de travail et le carburant qui ressort est utilisé pour faire fonctionner l'incinérateur. Là, vous avez notre incinérateur qui utilise du carburant. Et au lieu d'aller à la station-service pour nous acheter du carburant, nous avons, à partir de notre four à pyrolyse et du plastique recyclé, fabriqué notre propre carburant que nous réutilisons dans l'incinérateur pour pouvoir faire de l'incinération des déchets médicaux qui sont des déchets très dangereux. La production reste faible, mais pour les pouvoirs publics qui soutiennent cette initiative, c'est un moyen de lutte pour protéger notre environnement. Comme vous le savez, pour des villes comme celui de Douala, nous sommes très proches de la mer et on va avoir de moins en moins ces bouteilles qui viendront dans la mer et qui constitueront par exemple les microplastiques qui sont très souvent consommés par les planctons et qui polluent davantage l'océan. Toutefois, quelques interrogations demeurent sur l'impact que ce carburant fait à partir des déchets plastiques aura sur l'atmosphère. Parlons à présent de changement climatique où l'Organisation météorologique mondiale a déclaré la semaine dernière que l'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique après 3 semaines d'intense chaleur et de canicule sur 3 continents. Ces événements sont probablement un avant-goût de l'avenir climatique de la planète. Alexandra Dekambi pour les détails. La Grèce est en partie ravagée par les flammes, de même que le Canada qui est victime de terribles inondations. L'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, le sud des États-Unis et une partie de la Chine sont également victimes d'une chaleur écrasante. Les signes visibles du réchauffement climatique d'origine humaine se manifestent en simultané. L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale. Au pays de la climatisation, New York est en alerte pour sa première canicule de l'été, l'humidité de l'air accentuant le caractère étouffant de la chaleur extrême météorologique subie par des millions de personnes en juillet ne sont que la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de ce que nous réserve l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter, mais de reconnaître qu'il s'agit de la crise la plus grave à laquelle notre civilisation ait jamais dû faire face. Les patrons de la COP28 et de l'ONU Climat ont d'ailleurs appelé le G20, qui représente 80% des émissions de l'humanité, à donner un signal clair pour accélérer la décarbonation de l'économie mondiale. La Chine est balayée par des tempêtes violentes, plus précisément dans la capitale Pékin. L'Empire du Milieu déplore malheureusement des victimes et d'importants dégâts matériels suite à les pluies torrentielles qu'elle subit depuis plus d'une semaine. Les phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent dans ce grand pays pollueur qui subit les effets néfastes du changement climatique dont il est grandement responsable. Les détails dans les images qui suivent. Une tempête intense balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis près d'une semaine et la capitale Pékin en fait les frais. Des inondations dévastatrices ont submergé la mégalopole et ses environs en laissant des dégâts matériels et humains très déplorables. En effet, on recense au moins 20 morts et 19 disparus à la suite des fortes précipitations. Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi dernier à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège après les inondations dévastatrices à Pékin. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête qui s'abat sur la Chine, touche également les Philippines voisines. Les pluies torrentielles s'abattent déjà sur la région frontalière des deux pays asiatiques. En 40 heures, Pékin a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout le mois de juillet. La capitale chinoise et les provinces du Hebei,
au nord ont été placés en état d'alerte rouge pour les précipitations et les risques géologiques avec un danger de crue soudaine et des glissements de terrain. Les opérations de sauvetage continuent par les équipes de secouristes avec l'appui de l'armée. Selon les experts chinois de la météo, les pluies actuelles pourraient provoquer des inondations encore plus graves que celles enregistrées en juin 2012 à Pékin où 79 personnes avaient perdu la vie et provoqué des dizaines de milliers d'évacués. La Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures inédites ces derniers mois. Les scientifiques attribuent tous ces événements au changement climatique qui n'épargne aucune région du monde. Les forêts françaises ont été victimes d'incendies suite aux canicules de ces dernières années. Plusieurs hectares de forêts ont été ravagés à cause des anomalies climatiques. Que faire pour redorer cette végétation forestière? Les éléments de réponse avec Rafiatou Mbéreko. L'ampleur exceptionnelle des feux de forêt en 2022 a renouvelé les débats sur la sauvegarde des forêts en France. Il en ressort que le changement climatique a fragilisé 30% des forêts. L'année 2022 a été marquée par des feux de forêt hors normes. En septembre 2022, la superficie brûlée est de 61 921 hectares contre 9 117 en moyenne entre 2006 à 2021. Face notamment aux incendies et aux canicules, les forêts sont confrontées à de différents types de problèmes. Véritables écosystèmes, elles tiennent pourtant à une place centrale dans la sauvegarde de l'environnement. Mais comment protéger ces forêts? En octobre 2022, le président de la République française Emmanuel Macron avait promis la plantation des milliards d'arbres dans l'Hexagone d'ici à 10 ans. Ainsi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lors de son déplacement à Tigui dans le département du Loiret mercredi dernier, a évoqué un vaste programme d'intervention sur plus d'1 million d'hectares pour le renouvellement d'une forêt désormais vulnérable à partager entre les propriétaires privés qui détiennent 75% de la forêt et l'État selon le rapport Objectif Forêt. Pour ce faire, 8 à 10 milliards d'euros sont nécessaires sur 10 ans pour renouveler ces espaces naturels. Pour les associations de défense de l'environnement, le changement doit également être opéré au sein de la filière bois comme la désertification des essences ou encore la réduction de l'usage des pesticides employés par les agriculteurs. En Somalie, les jeunes bénévoles tentent de redonner un nouveau visage à leur plage. Ils investissent dans le ramassage des déchets plastiques. Cette opération de dépollution de la plage a pour but d'impliquer les jeunes dans la protection de l'environnement. Les précisions dans ce commentaire. Sur les plages du Rubo et de Ludo en Somalie, des tas de débris recouvrent le sable. Des jeunes Somaliens tentent de redonner un nouveau visage à leur plage. Ils nettoient et ramassent les déchets plastiques qui sont source de pollution. C'est la 87e semaine depuis que nous nettoyons les plages. Il s'agit d'une activité bénévole à laquelle participent des jeunes diplômés et d'autres Somaliens ordinaires. L'une des raisons pour lesquelles ces jeunes font un si bon travail est qu'ils comprennent que ce pays n'appartient à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Selon les organisateurs de cette activité de dépollution, 2 millions de kilogrammes de déchets ont été collectés. Plastiques et véhicules hors d'usage sont abandonnés sur les plages. Face à l'ampleur de la situation, l'aide des pouvoirs publics est sollicitée. De nettoyage sur nos plages et espérons l'étendre à d'autres plages du pays. J'espère que cette campagne atteindra tous les endroits du pays afin de vivre dans un endroit sans déchets. L'objectif principal des initiateurs est d'impliquer davantage les jeunes dans les activités de protection de l'environnement. Pour les pêcheurs de Mogadiscio, la survie de cette région côtière en dépend. Je suis très fier de ces jeunes qui se sont portés volontaires pour nettoyer la plage. En tant que pêcheurs, nous demandons également au gouvernement de soutenir ces efforts, car il est important de maintenir les créatures vivantes de la mer en bonne santé, ainsi que de promouvoir le tourisme. Les balayeurs bénévoles des côtes de Mogadiscio sont soutenus par les autorités municipales. Mais l'appui gouvernemental permettrait à la ville de retrouver son illustre d'avant. Les années 1970 et 1980 ont été une période faste pour Mogadiscio, qui était l'une des villes les plus propres d'Afrique, l'une des plus belles aussi. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les populations de cette ville se demandent donc comment retrouver la gloire et les jours dorés de Mogadiscio.
L'appel est lancé à toutes les populations, en particulier à la jeunesse, de plus s'investir dans la protection de l'environnement afin de contribuer à la restauration de l'écosystème. Et pour terminer cette édition, allons au Brésil où une immense montagne de déchets a été remplacée par une zone verte couverte de mangroves. Ce projet de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro vise à dépolluer les eaux de la baie de Guanabara afin de restaurer l'écosystème marin. Irène Papadina pour les détails. Des montagnes de déchets ont été remplacées par une grande zone verte couverte de mangroves au Brésil. Ce projet est une initiative de la Société municipale de nettoyage de Rio de Janeiro et une entreprise privée. L'entreprise a récupéré 60 hectares de la décharge située dans le quartier de Jardim Gramacho, dans le but de dépolluer les eaux de la baie de Guanabara à Rio. Aujourd'hui, la mangrove s'est complètement reconstituée. La faune et la flore sont revenues. Nous avons changé la donne. Avant, nous polluions la baie et les rivières. Maintenant, c'est l'inverse et nous devons l'accepter car notre but est de rétablir cet écosystème. Grâce à sa capacité impressionnante d'absorption et de stockage de carbone bleu, la mangrove est la formation forestière la mieux adaptée à la restauration d'un écosystème marin et côtier. Selon une étude, 1 hectare de mangrove peut stocker entre 2 à 4 fois plus de carbone que le même hectare d'une autre végétation. De plus en plus, notre travail se reflète dans la qualité de l'environnement. Nous avons enregistré des espèces endémiques qui avaient disparu et qui reviennent. C'est très satisfaisant pour la récupération environnementale de notre forêt de mangrove autour de la décharge de Gramacho, qui a été très endommagée pendant de nombreuses années. Ainsi, on note un rétablissement de la biodiversité avec plusieurs espèces de crabes, d'oiseaux et de poissons qui peuplent désormais la zone. Cette initiative est significative dans les différentes actions de dépollution de la baie. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention à Green TV International. Excellente suite de nos programmes à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, plus précisément à Piakioudet dans la région de la Kara au Togo.